Salut, aujourd'hui je vous raconte deux histoires. La première c'est celle d'une table qui voulait jouer des méchants, mais qui a découvert que le mal absolu c'est très fun à imaginer, mais beaucoup moins à assumer une fois autour de la table. Et la seconde, c'est l'histoire d'une joueuse tellement accrochée au lore de D&D qu'elle a littéralement implosé en plein one-shot, juste parce qu'un dragon d'argent n'était pas assez gentil selon elle. Aujourd'hui c'est nous les grands méchants. Il y a quelques années, un ami qui joue souvent à D&D mais ne maîtrise pas beaucoup m'a invité pour une courte campagne qu'il décrivait comme des méchants forcés de travailler ensemble pour une mission. Son idée, c'était que le groupe serait composé de personnages maléfiques de haut niveau, morts par le passé mais ressuscités par un mystérieux commanditaire et obligés de mener une mission en échange de leur vie. L'idée de jouer un perso mauvais pour une fois me plaisait, alors j'ai demandé jusqu'où on pouvait pousser la méchanceté. Il m'a dit qu'on pouvait aller aussi sombre qu'on voulait, tant que nos actions en jeu ne flinguaient pas la dynamique du groupe. Par exemple, attirer les gardes sur nous dans chaque village, c'était non. Et tant qu'on ne faisait pas les trucs interdits à sa table, notamment tout ce qui mélange violence et sexualité. Je lui ai dit que c'était parfait. Je voulais juste jouer un pillard barbare particulièrement dangereux, violent, adepte d'une philosophie qui consiste à éliminer ceux qu'il considère trop faibles. Après lui avoir expliqué comment j'allais jouer ça sans juste massacrer tous les PNJ qui passaient, il m'a donné le feu vert. Je lui ai alors conseillé qu'on fasse une vraie session 0 pour s'assurer que tout le monde serait à l'aise avec la violence et l'alignement maléfique de nos persos. Session 0, on se réunit tous. Le MJ, moi, le barbare, un roublard, un artificier, une occultiste et un rôdeur. On pose quelques règles de base. On joue des persos mauvais mais on doit quand même être prêt à collaborer. On peut commettre des crimes et agir égoïstement mais on évite de saboter la progression du groupe quand on fait une quête ou qu'on explore une ville. On peut être violent et tuer sans distinction tant qu'on évite les descriptions gore et qu'on reste dans quelque chose d'acceptable. Pas de torture de bébé par exemple. Évidemment, aucun contenu sexuel. Et là, l'occultiste demande en plus que la violence contre des innocents soit réduite au minimum. Ça me surprend parce qu'on joue justement une campagne de méchants. Je lui demande ce qu'elle veut dire, et elle explique qu'elle serait mal à l'aise dans un jeu où on assassine une famille juste pour squatter leur maison, où on torture des innocents gratuitement. En gros, oui à la violence, mais seulement si c'est pour avancer un objectif. À ce moment-là, je me dis que c'est clairement pas une campagne pour elle, mais c'est la partenaire du MJ, alors je me tais. Grosse erreur. 2 séances plus tard, la dynamique du groupe est installée, et on a notre premier clash. Mon perso cherche un PNJ. Je fouille dans des ruelles, j'interroge des clodos. Le MJ, en rigolant, me demande si je parle gentiment ou si je les tabasse pour obtenir des infos. Je réfléchis et j'explique que mon perso utiliserait sûrement la violence même si les gars étaient prêts à parler. Le MJ décrit les clodos terrorisés qui me disent tout ce qu'ils savent. Jusqu'à ce que l'occultiste l'interrompe pour nous demander d'arrêter la scène, que c'est trop violent. Le MJ s'excuse, je lève les yeux au ciel discrètement et on continue. 2 séances plus tard, le groupe doit rencontrer des informateurs dans un avant-poste. Quand on arrive, on découvre qu'ils ont massacré tout le monde pour libérer l'endroit pour la réunion. La rencontre dure 20 secondes avant que l'occultiste réalise ce qui s'est passé et stoppe la partie. Hors RP, elle dit qu'elle en a marre de tomber encore sur de la violence gratuite, qu'elle n'est pas à l'aise. Encore une séance plus tard, on doit voyager jusqu'à un hameau à quelques jours de route. On doit acheter des montures, donc on va aux écuries. Le rôdeur compte les pièces. Si on met tout en commun, on peut acheter un cheval chacun. L'occultiste s'enthousiasme. Elle veut un cheval blanc, elle sait déjà comment elle va l'appeler. L'artificier réplique « Bah, pourquoi payer? On les vole et s'ils nous poursuivent, on laisse des cadavres derrière nous. Réaction négative immédiate de l'occultiste et du rôdeur. Le rôdeur explique que tuer les palefreniers attirerait trop l'attention et qu'on doit rester discret. Pour éviter de rallonger la discussion, j'interviens pas. Je précise juste que si je m'approche d'un palefrenier, je quitte les écuries les mains pleines de sang. Le groupe achète légalement les chevaux et on part. Au milieu du voyage, on doit faire halte dans un petit village entouré de palissades. Le groupe entre, paie l'écurie, paie l'auberge. Je n'entre même pas en ville, j'annonce que je trouverai mon propre abri. Pendant que le groupe passe la nuit tranquillement, je vais dans une ferme proche, je dis au patriarche que je lui paierai une belle somme d'or pour être nourri et logé une nuit, je lui montre la bourse, il accepte. Le matin, je quitte la ferme après avoir recouvert la tête du patriarche de métal fondu provenant des pièces, ou d'alliages qu'elles contiennent. J'explique tout ça au MJ en privé pour ne pas provoquer l'occultiste. Après la séance, je parle au MJ en tête-à-tête et je lui dis que je quitte la campagne. C'était pas ce qu'il m'avait proposé, ni même ce qu'il avait imaginé au départ, et je voyais aucune manière de jouer mon barbare ultra violent dans un groupe qui virait clairement chaotique neutre plutôt que mauvais. Il dit qu'il ne pensait pas que ça dériverait tant que ça, mais il comprend que je veuille plus jouer. Les mois suivants, je reste en contact avec l'artificier, il me raconte ce que fait le groupe. Au final, d'après lui, le groupe est passé de méchant à anti-héros. Ils ont fait de plus en plus de quêtes positives et de moins en moins d'actes mauvais. Il était déçu aussi. Il pensait pas que ce serait une histoire de rédemption, mais il s'y attendait, parce que le rôdeur et l'occultiste n'aiment pas jouer des persos mauvais. Au final, je suis pas spécialement triste d'avoir raté l'occasion de jouer une campagne courte de haut niveau en incarnant un méchant, mais je suis déçu que le MJ ait changé la direction de son jeu pour faire plaisir à 2 personnes,
dont une très insistante, alors qu'il avait annoncé un concept totalement différent. Est-ce que je me trompe en pensant que l'occultiste et le rôdeur auraient dû être ceux qui quittent la table s'ils n'aiment pas jouer des persos mauvais? Ou est-ce que je réagis trop et j'aurais dû simplement modifier mon perso pour coller davantage à leur vision de la campagne? Bon, maintenant tu fais exactement ce que je te dis, tu likes la vidéo immédiatement. Sinon fais gaffe, hein, moi je peux être violent. Ouais, une fois j'ai claqué la porte du frigo juste parce que j'étais vénère. Je suis comme ça moi, je suis comme ça, je suis un gros déglingo moi, tu me connais pas. Et si tu likes pas, attention, je débarque chez toi, je sonne, apparemment t'es ouvert. Alors tu cliques. Alors j'aime bien le ton du post parce que la réaction facile, ça aurait été de charger l'occultiste. Dire qu'elle a saboté la campagne, qu'elle a voulu contrôler les actions violentes des autres PJ, qu'elle avait un passe-droit parce que c'est la copine du MJ. Mais l'auteur il tombe pas là-dedans. Lui, il lui en veut pas, il constate juste calmement qu'elle n'était pas à sa place dans une campagne qui avait été présentée comme une vraie expérience Evil. C'est posé, c'est super lucide de sa part, ça change des habituels coups de gueule que je vous présente. Et pour être honnête, l'occultiste, elle est pas forcément en tort non plus. On peut tout à fait jouer un personnage mauvais sans s'appuyer sur la violence. Des persos manipulateurs, cruels, toxiques, égoïstes et immoraux, il y en a des tonnes et ils lèvent jamais la main sur personne. Coucou belle maman. Mais ça demande un certain alignement de ton à la table. Si elle voulait un mal plus subtil et qu'en face on allait vers le barbare ultra-violent, bah forcément ça allait coincer. Je pense que l'auteur a eu la bonne réaction, accepter que la campagne promise n'existait plus et sortir sans faire d'esclandre. C'est propre, net et ça évite de traîner du ressentiment. S'il y a une petite faute dans cette histoire, pour moi elle est du côté du MJ. Il aurait gagné à dire clairement j'avais prévu une campagne de vrais méchants mais ça convient pas à ma copine et j'ai vraiment envie de jouer avec elle, donc je change l'orientation. Vous êtes libre de suivre ou de quitter la table. Avec ça, tout le monde aurait su où il allait, l'auteur aurait pu partir ou rester en toute transparence au lieu de s'interroger à chaque séance sur ce qu'il avait le droit de faire. Allez, deuxième histoire, celle d'une joueuse en théorie parfaite. Elle connaît le lore sur le bout des doigts, elle relève le mystère à résoudre, et elle finit en crise de nerfs. Pourquoi Voyons ça. Ça s'est passé il y a quelques années. Je jouais chez un ami, il y avait deux gars que je connaissais et avec qui j'étais ami, la copine de l'un d'eux et son amie Anna, que je connaissais pas encore. Mais visiblement, elle aimait beaucoup D&D. On a commencé l'aventure dans un village au pied d'un pic glacé. On s'est tous rencontrés dans une taverne où les habitants nous ont recrutés pour une quête. Il existait une légende. Un dragon d'argent protégeait autrefois les montagnes et avait sa tanière là-haut. L'un de ses amis, un géant des nuages, désormais figure légendaire, venait souvent lui rendre visite. Un jour, sans prévenir, le dragon d'argent a fondu sur les villages et les a détruits sans raison apparente. C'est à ce moment que le géant des nuages est arrivé. Lui et le dragon se sont affrontés dans les sommets gelés et le géant est revenu bouleversé mais victorieux. Depuis, là où le dragon était tombé, une fleur rare s'était mise à pousser chaque année. Les villages environnants avaient pris l'habitude de se rassembler pour utiliser cette fleur dans un rituel de protection magique autour de leur communauté. Cette année, le village où nous nous trouvions devait aller récolter, mais il manquait de bras. Ils avaient donc demandé à des aventuriers d'aller la chercher. Je trouvais que c'était un bon hook, mais Anna a commencé à se plaindre. D'abord, elle a protesté en jeu, en disant qu'un dragon d'argent ne pouvait pas devenir mauvais sans explication. Les villageois lui ont répondu que c'était tout ce qu'ils savaient. Ensuite, elle a commencé à dire qu'un géant des nuages ne pouvait jamais vaincre un dragon seul, et les villageois ont simplement haussé les épaules. Apparemment, ce géant des nuages était un paladin célèbre dont même nous avions entendu parler. Puis elle a commencé à râler hors jeu, en disant que le MJ devrait lire le guide, qu'un géant des nuages a un FP inférieur et qu'il ne peut pas devenir paladin. Le MJ a juste répondu que dans son monde, si. Il a essayé d'avancer, mais Anna n'arrêtait pas de le questionner hors RP sur des détails idiots juste pour prouver qu'il ne connaissait pas les règles. C'était tellement agaçant que même sa propre amie lui a dit de se taire. Elle est restée calme un moment, mais a fini par se mettre à pleurer. Quand on lui a demandé si ça allait, elle s'est effondrée complètement, a fondu en larmes et a quitté la pièce en courant, en emmenant son amie avec elle. J'adore le cadre de ce one-shot, c'est exactement ce que j'aime. Un mélange parfait entre le conte mythique et la grande quête épique, une histoire d'amitié déchirée racontée avec poésie. Franchement, c'est trop ma cam. Et c'est vraiment dommage que la joueuse l'ait si mal vécu parce que je pense qu'elle s'est braquée sur justement ce qui fait tout l'intérêt du setting. Un dragon d'argent qui pète un câble sans explication, c'est bizarre. Et pour cause, c'est la porte d'entrée vers le mystère à résoudre, non ? Enfin, je crois. Donc au contraire, moi je dis bravo d'avoir relevé l'incohérence, prends ton point d'inspiration et pars chercher l'explication. C'est littéralement ce que le scénario te demande. C'est trop dommage qu'elle soit passée à côté de ça. Bon, avant qu'on se quitte, je tiens à dire quelque chose d'important. Il y a un passage dans cette vidéo où je sous-entends que ma belle-mère est une femme manipulatrice, cruelle, toxique, égoïste et immorale. Alors je tiens à préciser qu'il s'agit bien évidemment d'une blague. Je suis très loin de penser que la mère de ma femme est une personne infecte. Au contraire, j'adore ma belle-mère, c'est un rayon de soleil dans ma vie, une femme admirable qui m'inspire au quotidien à me dépasser
et me pousse à faire mieux chaque jour en suivant son exemple. Voilà, c'était important de le dire. Bah tu vois, c'est pas si dur. C'est bon, tu veux bien me rendre mon exemplaire de Héros et Dragons dédicacé par Julien Dutel maintenant? Ouais. Si t'as aimé la première histoire, j'en ai une autre sur un tout autre genre de méchant, un PJ cannibale prêt à tout pour satisfaire ses pulsions. Une histoire à la fois drôle et vraiment gênante. Allez, à la semaine prochaine.